Vous écoutez le balado Territoire en mouvement. Durant les 10 prochains épisodes, vous allez entendre des entrepreneurs parler de leur expérience, des experts aborder divers sujets et des acteurs du milieu parler du développement de notre MRC. Ce balado a été créé par la SADC Maria-Chapdelaine. Nous avons pour but de vous offrir un espace de discussion et d'information pour l'ensemble de notre belle communauté. À travers les épisodes, on veut vous offrir un espace de discussion afin d'informer la collectivité, mais également ses citoyens. Bonne écoute! Aujourd'hui, au balado, on a la chance de recevoir deux invités très intéressants. On a M. Pierre Tremblay, ingénieur pour Airbus. C'est ça, tu es bien ingénieur, je ne viens pas de scraper ton titre. Oui, okay. je suis bel et bien ingénieur, mais pour Airbus, c'est un peu, complexe, mais on va je travaille chez Airbus. Ouais. Parfait. Et Julien Gravel, tu es intervenant et auteur. Là encore, là, est-ce que c'est exact? Oui. Tu es intervenant où exactement? Je suis intervenant pour l'ACSEM, l'Association canadienne de santé mentale. Et puis, ce que je fais, c'est de la justice alternative. Des gens qui ont fait des délits et puis qu'on peut relier ça à des vulnérabilités plutôt que de prendre la voie des tribunaux normaux. On va avoir une voie de soins pour essayer déjà de désengorger les prisons, les cours de justice, mais aussi pour que les personnes puissent travailler sur leur capacité à ne pas recommencer leurs délits. OK, fait que c'est ça. Je savais même pas que ça existait, cette alternative-là. Oui, ça existe. Et puis Roberval, le district de Roberval, puisque Adelbo, on fait partie du district judiciaire de Roberval, on a très tôt eu un PHSM+, qui permettait de prendre plus de vulnérabilité en compte. Okay. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes, c'est ça, qui permettent... on leur permet, en fait, de se réinventer une vie, de colmater un peu les brèches pour éviter de retomber dans le délit. Alors, des fois, c'est des personnes qui n'ont jamais eu du tout aucun délit, aucun antécédent, puis là, d'un coup, dans leur vie, il se passe quelque chose, puis paf. Puis des fois, c'est l'inverse, c'est ces fameuses personnes qui font du in-out, en prison, dehors de prison, etc. On va aller chercher qu'est-ce qu'il y a. Y a-tu un peu de problèmes de santé mentale? Y a-tu des traumas dans l'enfance? Exactement. Fait qu'on va réparer. L'idée, c'est de réparer la société avant de punir les individus. Fait que c'est un programme qui est enthousiasmant. Donc, c'est ce qui me nourrit, avec aussi le coaching de basket, parce que ça a pris beaucoup de place dans ma vie dernièrement. J'imagine. Oui, c'est ça. J'aurais aimé qu'on ait cette phrase-là quelque part. C'est comment que tu as dit? Harmoniser la société. Non. Réparer la société. Réparer la société au lieu de la punir, c'est noter ça à quelle passe. Si, bon. Mais puis ça fonctionne. T'es auteur, ça paraît. Ouais, c'est ça. Mais ça fonctionne. Le taux de récidive était beaucoup plus faible avec ces programmes-là qu'avec les autres. Alors, on ne peut pas comparer, moi, je ne prends pas de personnes de gang, par exemple. Fait que, tu sais, il faut regarder ça aussi. On ne peut pas comparer des pommes et des poires, mais le taux de récidive sur les programmes comme le PAGSM, on a eu les chiffres il n'y a pas longtemps, ils sont assez bas, là. C'est merveilleux, c'est fantastique. Que ça existe, là, c'est fantastique. Toi, Pierre, tu me disais non, pas pour Airbus tantôt, là, explique-nous ça. Ouais, donc je suis à l'emploi d'une compagnie à Montréal qui s'appelle Solutions Texo. Et donc, mon titre officiel est de consultant. Donc, j'ai une formation en génie mécanique. Je suis ingénieur de formation. Et en fait, donc, c'est une boîte de consultants. Et en fait, moi, je travaille à contrat avec une autre compagnie, mais après ça, une autre compagnie qui m'envoie à contrat parce qu'en fait, je suis un expert en dessin 3D, en programmation et en modélisation et en tout plein de trucs informatiques reliés à la mécanique. Donc, j'ai étudié en mécanique, je suis devenu un professionnel en mécanique, mais j'ai toujours eu cette spécialité avec la modélisation 3D. Et puis, en fait, c'est une carrière que j'ai commencée quand j'ai gradué de l'ETS en 2007. Et en fait, j'ai commencé tout de suite une carrière internationale tout de suite en sortant de l'université. Où là, j'ai commencé, j'ai été aux États-Unis en 2008. Et après ça, je suis revenu quelques années à Montréal. Puis après ça, de 2009 jusqu'à 2015, je suis parti en Europe. Je suis revenu en 2015 et en 2016, je suis reparti, puis je suis revenu en 2021. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est ça, je suis un expert. Donc, c'est une société qui engage des consultants experts et qui les dispatche sur des contrats où ils ont besoin de spécialistes pour faire des tâches hyper pointues sur des technologies de pointe. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je travaille chez Airbus depuis 2018, en fait. OK, parce que tes contrats principaux sont là ou t'en as ailleurs aussi ou c'est juste tu fais des contrats simplement avec eux, mettons? Non, en fait, j'ai fait plusieurs contrats. J'ai fait Airbus principalement. Donc, j'ai fait Airbus en Angleterre de 2010 à 2012.
Mais après ça, j'ai fait aussi Michelin. Donc, si vous voyez vos pneus avec des bibendums sur le côté ou tout ça, ben, en fait, c'est des modèles 3D que j'ai créés et j'ai développé une expertise là-dedans. Donc, c'était dans le centre de la France, à Clermont-Ferrand. Et par la suite, je suis redéménagé au Québec et j'ai eu l'opportunité de retourner en France. Donc, j'ai voyagé beaucoup entre le Québec et la France. Et les États-Unis un peu aussi. Oui. Et donc, pour faire une histoire courte, c'est ça. Donc, Airbus depuis 2018, mais de 2016 à 2018, j'ai fait des projets pour Airbus, mais via Dassault Systèmes cette fois-là. Donc, Dassault Systèmes, c'est une multinationale qui est l'éditeur du logiciel 3D sur lequel je suis spécialiste. Un grand armateur. Oui, de l'armement Dassault. Ben, en fait, c'est le groupe Dassault Le groupe Dassault, il regroupe plusieurs compagnies. Donc, il y a Dassault Aviation qui font les avions, le Rafale, le Falcon Jet et tout ça. Il y a l'armement, là, c'est la branche militaire. Mais après ça, Dassault Systèmes, c'est une branche qui s'est séparée du groupe. Ils font partie du groupe Dassault, mais c'est vraiment une multinationale qui font que des applications. Et dans l'aéronautique, la Formule 1, la haute technologie, c'est que leurs applications et ça coûte plus de 100 000 par année par ordinateur pour avoir une licence de ces logiciels-là. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'apprendre ce logiciel-là sur les ordinateurs au cégep de Jonquière en 2002. Et j'avais aimé ça, et puis je me débrouillais bien. J'avais l'impression de jouer au Lego. Et puis, quand je suis allé à l'ETS à Montréal, j'ai un peu gardé ça sous le coude. Donc, je suis technicien aussi en conception mécanique. J'ai fait mes stages à Chambord en 2003. Et quand je suis parti à Montréal, je voulais aller dans l'aéronautique. Et puis, quand j'ai gradué, justement, j'avais gardé un peu cette carte de conception par ordinateur. Donc, j'ai travaillé aussi chez Boeing, chez Bombardier. À plusieurs places. Là. J'ai fait chez EuroDevTech à Longueuil, où eux autres, ils ont des usines. Là, eux, ils doivent un peu avoir la goutte de sueur au front parce qu'ils ont des usines aux États-Unis, en Ohio. Mais ils ont des clients, c'est principalement l'armée américaine pour des trains d'atterrissage. Après ça, ils ont des usines en Angleterre. Donc, c'est fou, pareil. Mais c'est ça. Donc, j'ai toujours un peu gardé cette carte-là de modélisation. Et puis, j'ai appris à faire de l'informatique, à faire de la programmation. Et donc, maintenant, je suis ingénieur mécanique, mais je fais principalement de l'informatique. Et puis, chez Airbus, c'est un projet particulier où on fait de la certification sur les avions du futur, les avions électriques, les avions à l'hydrogène. Et c'est des analyses de risque qu'on fait sur les avions. Donc, on simule les explosions de moteurs, les impacts d'oiseaux. Ben voyons donc. Et les bombes. Les explosions de pneus, les courts-circuits, et c'est tout fait dans la 3D. En tout cas, c'est immensément complexe. Et en fait, c'est un peu pour ça que j'ai commencé ça en 2018. Et tu allais dire quelque chose? Ce que j'allais dire, F, tu vois un peu ce que j'ai vécu un matin de printemps, parce que je suis invité à un anniversaire, on se retrouve avec le buffet, là, une bière dans la main, je vois une fille que je connais, je vois son chum, je lui demande, puis toi, tu fais quoi dans la vie? À Gérardville, je capote parce que... Faire tout ça de Gérardville dans son sous-sol. Oui, c'est ça, c'est assez malade. Puis moi, je capote parce que pendant des années, j'étais dans le comité de développement, puis la grande question, c'est comment on fait venir des entreprises pour qu'ils fassent venir leurs employés? Regarde, t'as juste à faire venir les employés. Il y a des gars qui travaillent même plus dans leur entreprise, dans les bureaux, comme lui. Là. Oui, c'est ça, c'est rendu tellement répandu. Qui ont des jobs à haute valeur ajoutée dans le sous-sol à Gérardville, 49e parallèle au nord. C'est quand même... Tu ne diras pas ton adresse exacte quand même. Là. Non, c'est ça. Puis en fait, c'est rigolo. Les matins, nous, on travaille avec une méthodologie de travail qui s'appelle Agile. Et qui, en fait, on travaille dans un train agile. Donc, c'est des équipes d'équipes qui travaillent ensemble parce que le produit qu'on développe est immensément complexe, là. Il y a peut-être les satellites, les navettes spatiales qui sont plus complexes que ça, mais en réalité, l'avion de ligne, c'est dans les produits les plus complexes. Il y a au-dessus d'1 million de pièces à gérer sur chacun des avions qui sont assemblés. C'est fou, pareil. Et donc, c'est une logistique assez impressionnante. Donc, c'est un mélange de technologie, d'historique, de talent. Ils appellent ça des moutons à 5 pattes. C'est parce que, au fil des années, moi, j'ai développé une patte qui n'est pas censée. Oui, c'est ça, une certaine suite d'expertise qui font que je peux faire ça. Mais ouais, donc,
Donc, il y a les oiseaux, par exemple, là, quand les avions atterrissent, ça peut percer des grosses pièces d'aluminium, ça peut couper des fils et on peut perdre les commandes de vol, par exemple, et on peut perdre l'avion. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que les avions ne puissent pas s'écraser. Ouais. Normalement, c'est le moment où tu dis, mais rassurez-vous, l'aviation est un mode de transport sécuritaire. Exactement. Je pars dans le sud, moi, là, dans une semaine. Oui, c'est pour ça que je pense à ça. Non, mais c'est un peu là où je voulais en venir. C'est que, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en phase d'architecture des avions. Donc, c'est avant vraiment de lancer les avions en production. Faites les tests, là. Et on certifie déjà à ce point-là que l'avion ne s'écrasera pas sur ces événements-là qu'on appelle catastrophiques. Mais on simule les avions, mais seulement avec les systèmes. Donc, ils n'ont aucune structure. Par exemple, le Concorde qui s'est écrasé en 2000, ben, en fait, c'est au décollage, il y avait un morceau de pneu qui a été projeté par le pneu, puis il a été projeté sur le réservoir d'essence, puis après ça, il est arrivé dans le moteur. Ben ça, on le fait, cette analyse-là, et puis on va aller voir, mais on ne tient pas compte de la structure en phase d'architecture, on va juste placer tous les signaux, les systèmes. Et moi, j'ai une machine pour faire du dessin, mais c'est une bombe, là. J'ai de la mémoire à fond, là. J'ai une grosse machine. Et en fait, c'est pour vraiment simuler, et puis on peut avoir des maquettes dont la complexité, en fait, si on regarde la géométrie de façon élémentaire, c'est juste des cubes, des cylindres, des cônes. Mais toute la complexité vient de l'interconnectivité de ces systèmes-là. On va aller modéliser des systèmes électriques avec, par exemple, des switches avec des cubes. Et après ça, il va y avoir des boîtes de jonction ou des trucs comme ça qui vont être avec d'autres solides. Mais après ça, on va aller connecter des petits tuyaux. Et après ça, on va aller modéliser chacun des signaux. Je suis tout mêlé. Donc, je suis tout mêlé. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on part d'un événement particulier. Par exemple, il y a un angle hyper précis où là, on peut dire, là, on va couper 2 fils. Et là, on peut dire, OK, là, on perd les commandes de vol et l'avion va s'écraser. Et donc, on le fait, mais on certifie l'avion sans tenir compte de la structure. Donc, ça rajoute une couche de sécurité parce que la structure va arriver à bloquer certains débris. Donc, il y a d'autres analyses qui sont faites par la suite. C'est fou quand même comment c'est complexe. C'est incroyable. Et moi, sur mon profil LinkedIn, je le dis, mais il y a une image qui vaut 1000 mots, mais un modèle 3D, ça vaut 1000 images. Là. Donc, quand on se met à travailler avec la 3D, et c'est des affaires, il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut arriver à faire ça parce qu'on va détecter des problèmes de conception. Et là, il faut vraiment observer, faire des tests. Ah oui, là, par exemple, des fois, le fil est mal placé, on va le déplacer à un endroit où là... et malheureusement, des fois, là, on va perdre l'avion... il y a des probabilités, c'est de l'ordre de 10 à la moins 14 de probabilité. Mais dans ces cas-là, des fois, on peut arriver à même là, on peut perdre l'avion 1 fois sur 20. Donc, c'est quand même hautement improbable. Et c'est, en fait, moi, je fais un petit travail dans toute la chaîne, mais on est beaucoup de personnes qui travaillent mutuellement pour vraiment s'assurer que toutes les erreurs finissent par s'annuler. Donc, en général, c'est hyper sécuritaire pour ça. Oui. À la complexité que ça a, j'imagine que c'est réfléchi et repensé. Oui, puis on passe plusieurs années. Moi, c'est ça, j'ai commencé en 2018 et ils faisaient déjà ces analyses-là. Et moi, j'arrivais avec la maîtrise d'une nouvelle technologie. Là, ça leur permet d'être plus efficace à faire ça. Ouais, donc, Tantôt, tu as dit, tu as cité une belle phrase, puis ça me fait penser beaucoup justement à la littérature. Là, tu es auteur de quel type? Je veux dire, il y a plein de genres de littérature. Fait que là, oui, tout à fait. comme pour... je fais des trucs assez différents. Okay. Je fais de la fiction, mais évidemment. J'ai fait même romans noirs. Moi, j'aime bien les thématiques un peu romans noirs. Alors, pour situer un peu, c'est pas les romans qui font peur ou avec du sang nécessairement. Un roman noir, c'est un petit cousin enfin, c'est même pas un petit cousin, c'est un descendant direct de la littérature policière. Okay. Où on va, au travers d'une scène un peu d'enquête, de meurtre, peu importe, aller travailler les aspects les plus... les moins brillants de la société, on va le dire comme ça. Hein. Donc, les grands ancêtres du roman noir, c'est des gens comme Zola, c'est des gens comme Balzac, et puis bien sûr, c'est une littérature qui est très, très, très contemporaine, surtout contemporaine.
Donc moi, je fais ça, je fais du roman noir. J'ai fait aussi des essais sur ma pratique professionnelle. J'avais fait un essai qui s'appelait « Nos renoncements » sur la masculinité et la violence, qui continue à me porter un peu. Là, on est là pour parler de comment travailler de loin. C'est une réalité. Je me suis fait inviter à l'Université Laval là, pour un colloque. Bon, voilà, à chaque fois qu'on m'invite, on me fait venir de loin. Donc, je prends toutes les occasions, parce qu'elles sont rares. Je me suis fait inviter à Sherbrooke. J'ai dit non. Là. C'était une institution moins argentée. J'ai dit, voilà, moi, j'ai besoin de 2 jours pour venir chez vous. Non, faut que ça vaut la peine. Faut que je vous facture mes 2 jours de travail. Je vous garantis que vous ne voulez pas voir, ça va être quoi la facture. Là. Ah, ça, c'est sûr. Fait que ça amène des limitations, effectivement, dans le monde de la littérature, d'être loin. Ça amène aussi des avantages, parce que je pense qu'on est capable de parler d'une réalité régionale, forestière, qui est différente. Fait que ça nous amène des thématiques naturelles, des thématiques qui séduisent aussi. Mes livres sont revendus en France. D'ici le printemps, j'aurai plus que 2 livres qui ne seront pas réédités en France. C'est vrai que les Français aiment beaucoup cette ambiance canadienne où déjà la neige, ils adorent ça. Puis, c'est une réalité qu'ils ne connaissent pas. Hein? Je dirais pas ça. Parce qu'il faut toujours penser que la France est quand même un pays qui est très diversifié au niveau climat. Moi, je viens d'un pays qu'on appelle la Petite Sibérie. C'est l'eau doux, donc des moins 15, moins 20, c'est pas quelque chose qui est nécessairement très étonnant. C'est des grandes forêts couvertes d'épicéas, en fait. Mais c'est effectivement 5% du territoire là, qui est comme ça. Et à côté de ça, à quelques heures de route, on a la Méditerranée. Quelques heures de ça, on a les hauts sommets alpins. Fait qu'il y a des diversités, une grande diversité. Ce que n'a pas la France, c'est plutôt la notion de grands espaces. Parce qu'on a des petits espaces, puis small is beautiful. Hein. Je veux dire, c'est intéressant aussi de penser notre proximité. Je pense que toujours penser le rêve de nature lointaine, à un moment donné, ça pose un problème aussi, notamment environnemental. Mais il y a ça, quoi. Il y a l'idée que quand il traverse le parc, il capote. Parce qu'il n'y a pas de maison. Je veux dire, c'est sûr. Et moi, je me souviens parce que quand j'habitais à Montréal, j'avais des amis français et puis il y en avait une, elle, son rêve, c'était de marcher sur un lac gelé. Elle n'avait jamais fait ça. Et puis elle venait de Castres, dans le sud de la France. Castres, ouf. Et moi, je ne sais pas du tout d'où est-ce qu'on parle. C'est chaud. C'est juste à côté de Carcassonne. Je sais encore moins. Et c'est à côté de Revel. OK. Donc, c'est à une demi-heure de Toulouse, en fait. Donc, vraiment dans le sud-ouest, presque en Espagne, en fait. Il fait chaud, là. Il fait vraiment chaud, ouais. Au Mont City, c'est Vallée de la Garonne. C'est Vallée de la Garonne. Ouais, c'est ça. Non, c'est un pays chaud, là. Je sais tellement de où on parle, oui. Oui, c'est pas loin de Falardeau aussi. Dès que le thermomètre descend en dessous de 10 degrés, ils appellent ça l'hiver. Là. Ils sortent les grosses doudounes, Canadian Goose et tout. Là. C'est impressionnant. La quoi? Canadian Goose, tu sais, la grosse veste Canadian Goose. Nous, on les met au mois de novembre, c'est les manteaux avec les plumes d'oie. Là, OK, les manteaux Michelin, là, c'est drôle que tu appelles ça Michelin. Michelin étant une compagnie française, parce que le vrai nom, c'est une compagnie qui s'appelle Canadian Goose et qui est de grande qualité. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais guide pendant 12 ans, il ne me serait pas venu à l'idée d'acheter ça. Là. C'est beaucoup trop cher, c'est hors des montants, hors des salaires. Mais c'est les gens qui vont faire des grandes expéditions dans le Nord, très loin, ils prennent ça. Là. Ils mettent ça, OK. Ça tombe, ça dure 2-3 jours. Et puis, fait qu'il n'y a rien de permanent. Il n'y a pas vraiment besoin de mettre les pneus d'hiver. Et puis, les voitures démarrent toujours. Les batteries de voitures, oui, c'est ça. Il reste... Tu ne changes jamais vraiment ta batterie sur ta voiture. Là, ici, c'est après 5 ans. Il faut vraiment la changer, sinon... Ça, c'est si elle ne te lâche pas en plein hiver parce qu'il fait trop froid. Oui, c'est ça. Moi, justement, j'avais une voiture quand j'étais reparti en Europe. J'avais une voiture ici, puis je la laissais parquer chez mes parents à Falardeau. D'ailleurs, je viens de Falardeau. Et puis, c'est rigolo parce que j'étais parti en Europe, je laissais ma voiture là, puis je revenais en vacances, je la prenais, puis à un moment donné, tout bonnement, hop, plus de batterie. Il n'y a plus rien qui se passe. Oui, c'est ça. Oh, c'est ça. Vive l'hiver québécois. Ouais. Tu parlais tantôt de tes romans, que ça s'appelle des romans noirs. Est-ce que tu fais juste ça ou tu fais d'autres types Non, aussi? je fais plusieurs choses. Il y a une partie du
du métier d'écrivain, parce que on essaye de se professionnaliser, on essaye de se dégager du temps, en fait, tout simplement, pour pouvoir écrire davantage. Donc, on prend des contrats. Donc, il y a une partie qui consiste à faire des présentations aussi. Des fois, je suis invité dans des établissements scolaires. C'était l'UQAC à l'automne. C'était Girardville, le primaire de Girardville, il y a 2 semaines. Fait que c'est très varié comme activité. Puis, c'est l'occasion de rencontrer des jeunes, d'inspirer aussi un peu la créativité. Oui, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on est aussi interpellé pour... Moi, je commence à être un peu, comment je te dirais, un peu mid dans la représentation des écrivains. Là, J'ai cessé d'être un écrivain que les gens ne connaissaient pas, mais je ne suis pas encore un écrivain très connu, tu comprends? Je suis un peu là-dedans. Mais je suis suffisamment reconnu par mon milieu pour que de temps en temps, on me propose, rarement, mais ça arrive, d'écrire un truc dans un magazine littéraire. Ou là, récemment, on va voir si ça va se faire, mais j'ai été interpellé par un nouveau projet, qui est quand même un magazine qui est assez connu. Fait que ça permet de se visibiliser un peu, parce que l'enjeu, il est là, l'enjeu de la visibilisation, parce que je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le succès littéraire et la qualité. Ça existe, mais ce n'est pas un lien qui est aussi direct que ce qu'on croit, parce qu'à un moment donné, je suis sûr qu'il y aurait de très bons romans qui sont passés complètement sous le radar, et puis parce que ça va tellement vite. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, je connais pas grand-chose du monde littéraire. Je lis beaucoup, mais pas assez pour en connaître, mettons, sur le milieu et tout ça. Mais je veux dire, il y a quand même plusieurs écrivains. Il y a quand même plusieurs livres qui ont été produits. Je pense que si on recense tous les livres qui ont été produits tout à fait. C'est puis qui sont vite oubliés. Mais c'est pareil pour le cinéma ou la musique de plus en plus. Moi, quand je suis arrivé au Québec, j'avais lu un livre qui était un peu sulfureux, qui s'appelait Un Dieu chasseur de Jean-Yves Soucy. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué comme première approche de la littérature québécoise. C'est un livre qui avait été beaucoup commenté dans les années 70. C'est un livre qui est complètement oublié aujourd'hui, alors que c'est un livre qui clairement a dû marquer d'une manière ou d'une autre la littérature québécoise. Fait que c'est un peu... Il y a beaucoup d'injustices dans le monde de la création, mais comme dans le sport. Oui, c'est vrai. Dans le sport. C'est vrai. Moi, je connais un gars qui me dit tout le temps, je connais rien en baseball, je vais me lancer dans une métaphore de baseball, alors que je connais rien, c'est lui qui le dit comme ça, mais il dit, c'est comme un gars qui frappe 3 balles sur 5, c'est un très bon joueur, mais c'est pas assez pour être en première ligne, il faut que tu frappes 4 sur 5. OK, oui, c'est vrai que c'est une belle image. Ça fait une bonne moyenne. Ça fait une moyenne de 800. Moi, je suis content que ma métaphore soit passée parce que je ne connais rien dans le baseball. Mais vous voyez un peu l'image, c'est-à-dire qu'il y a plein d'écrivains d'écrivaines qui font du bon travail. Là. Mais tu sais, d'en sortir, c'est autre chose. C'est ça, il y en a tellement qu'il y a beaucoup de 3 sur 5 et qu'il faut juste des fois que tu sois 4 ou 5 sur 5 pour... Puis un obstacle qu'on peut avoir en région, c'est qu'on est loin de notre milieu naturel. Surtout quand on est loin de Chicoutimi. Moi, je suis comme doublement en région. Je suis dans la région de la région. Ouais, je comprends. Moi, j'ai toujours un peu vécu ça. Je viens de Falardeau, puis je viens j'ai grandi à côté du zoo de Falardeau, pour ceux qui connaissent. Je les salue d'ailleurs. Toutes les compagnies que je mentionne, là, je les salue d'ailleurs. Mais et j'étais à la banlieue du village quand j'étais tout jeune. Après ça, je suis allé à Charles-Gravel, à Chicoutimi. Ben là, le gars de Falardeau. Mais tu sais, j'étudiais avec... moi, j'ai fait un programme d'élèves... ils appelaient ça performant à l'époque. On avait des formations spéciales pour les élèves doués. Moi, j'étais là-dedans, puis j'ai fini mon secondaire 5. J'étais pas le meilleur, mais j'ai gradué, j'ai fait mes maths fortes et tout ça. Donc, mais après, je suis allé au cégep à Jonquière. Ben là, le gars de Falardeau encore. Et après ça, je suis allé à Montréal. Là, ben, le gars du Lac-Saint-Jean, parce qu'à Montréal, ils font pas la distinction. Ça reste, ça te colle à la peau. Ben, c'est ça tout le temps. Donc, je comprends ce que tu vis. Vraiment. Puis moi, ça me fait rire, je savais pas que tu étais auteur. Et puis, ça a donné, je savais que tu étais un coach au basket. Puis à un moment donné, ma blonde a dit, il y a vraiment une belle plume, Julien, parce que Julien, tu sais, il refait des posts sur Facebook et il raconte les histoires de ses matchs. Et je vous jure, c'est génial, ces textes sur ces matchs de basketball. Et justement, elle dit ça, elle me lit, j'étais là, mais c'était un super beau texte. Et puis, il y avait des belles figures de style et c'était super bien écrit, tu sais. Donc, t'imagines que j'ai eu plus de retours positifs pour mes posts Facebook sur le basket que pour aucun de mes livres. Ben, tu vois, peut-être que t'as trouvé je les continue parce que les gamins me disaient, ma grand-mère, elle les attend, elle les lit, fait que go. Tu devrais faire ça avec la Canadienne de Montréal ou les Saguenay. C'est ça, un autre genre de littérature, je pense. Peut-être. Une idée comme ça. Là, je vais aller lire ça, pour vrai. Ça m'intrigue, tout ça. Ça m'intrigue. Ben oui. Donc, mais moi, je rebondis. Moi, ce que je lis, c'est surtout des livres avec des mathématiques dedans. Donc,
au lieu de... Contrairement T'as pas un lecteur de romans d'anticipation, des choses comme ça, là? Avec ton profil scientifique un peu, tu sais, la théorie des trois corps, des choses comme ça, non? Moi, je fais beaucoup de mécanique des fluides et les Français appellent ça de la mécaflux. Ça me fait beaucoup rire. Donc, ça, c'est un truc que j'aime de la conception aérodynamique. Et ces livres-là, c'est rempli de calculs et de méthodes numériques. Et en fait, tu lis un paragraphe et c'est suivi de 4-5 équations. Tu comprends rien, tu recommences. Tu comprends rien, tu recommences. Tu comprends rien, tu recommences. Et en fait, moi, j'ai à peu près 70-80 livres chez moi. Là. C'est tous des livres avec des mathématiques comme ça. Et tu comprends rien, tu recommences. Puis à un moment donné, après 150 fois, là, tu commences à comprendre des choses et là, tu t'avances. Si c'est ce genre de littérature qui t'allume, je te garantis que tu es plus proche d'être un personnage de roman qu'un auteur à succès. Si, par exemple, je vous demande, tu sais, parce que, je veux dire, être auteur, c'est quand même une certaine réalité, puis tu es redistribué, c'est comme ça qu'on le dit, mettons, distribué? Oui, distribué. Distribué, tu sais, vraiment comme dans un autre pays. Est-ce qu'il y a juste la France ou il y a d'autres pays aussi? Non, c'est des pays européens parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es publié chez un auteur du Québec, il y a des auteurs, il y a des éditeurs, des éditeurs qui ont des circuits de distribution à l'étranger. Le plus connu ici chez nous, c'est une maison d'édition qui s'appelle La Peuplade, qui était avant Saguenayenne. C'est pour ça que c'est très connu ici. Ils ont encore un magasin rue Racine, mais qui maintenant est plus largement québécois. Je pense que leurs bureaux sont à Montréal, si je ne me trompe pas. Et puis, ils ont une antenne directe pour vendre directement en sol européen. Okay. Mais tu as d'autres maisons d'édition qui n'ont pas fait ce choix-là. Typiquement, mon éditeur, Le Méac, qui, eux, ont fait le choix d'aller vendre droit à droit les droits des œuvres qu'ils produisent. Donc, dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est que pour l'auteur, ça fait des revenus un peu plus faibles parce que tu coupes tes droits, tes retours de droits par deux quand c'est en Europe. Mais souvent, ça va être négocié avec des maisons d'édition qui sont assez fortes en Europe. Là, pour Les Cowboys sont fatigués, j'ai été distribué par Le Seuil, qui l'a réédité. Là, ça va être par Stock. C'est quand même deux des grosses maisons d'édition françaises, fait que ça l'aide beaucoup. Ça donne vraiment une chance de pouvoir donner une seconde vie finalement à tes romans. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez précieux. C'est des belles opportunités. Puis dans le cas des Cowboys, comme ils ont un service juridique donc, qui est assez actif pour essayer de revendre les droits, ils ont aussi revendu les droits à une boîte de production qui s'appelle Duo Production pour faire une série télévisuelle. Fait que, ça donne des secondes vies. Donc, c'est toujours de voir jusqu'où ça va se rendre, mais c'est quand même assez fun, assez le fun d'avoir produit quelque chose, puis qui après va rebondir. Il rebondit, il repasse dans d'autres mains. Là, j'ai rencontré le scénariste pour la série, il va y remettre sa patte, et puis moi je suis bien à l'aise avec ça. Peut-être que je ne vais pas retrouver mon bébé à la fin, mais c'est pas grave, je veux dire, il vit sa vie. Et puis pour l'Europe, c'est pareil, on repasse un petit travail d'édition parce qu'il y a quand même des mots, des phrases québécoises qui peuvent alourdir un peu la lecture de l'autre côté de l'Atlantique. Fait que sans dire qu'on est pur complètement, on fait un petit effort pour faciliter la lecture, donc ça redonne une nouvelle vie au livre. C'est fantastique, je trouve ça tellement intéressant. Tu sais que je suis omnubilée, tu parles, je suis de main. C'est sûr que quand on aime les livres, moi j'ai aimé les livres pendant très longtemps. Je veux dire, j'ai fait des études assez longues, j'ai toujours eu des livres chez moi. C'est mon principal poste de défense, là, poste de dépense plutôt. Puis le commun des mortels, c'est pas exactement comment ça marche, cette industrie-là. Non. Bien honnêtement, moi, non, c'est ça, c'est rare que les gens, je sais pas. À bien des égards, c'est une industrie comme les autres, comme l'industrie de la patate. On a des produits, etc. Mais en même temps, ça a ses propres spécificités. Tu peux faire publier tes patates? Non. Imagine. Non. Ah ouais. Ce serait surprenant, mais il y a quand même cet aspect, tête de gondole dans les librairies, etc. Parce que finalement, dans le prix du livre, la plupart des revenus vont aller à deux acteurs qui sont très, très importants. Il y en a un, ça va être la librairie, parce qu'il faut qu'elle utilise son fonds de commerce, qu'elle le rentabilise, parce que ça lui coûte de l'argent, les gens qui travaillent sur le plancher. Vous voyez tout l'enjeu avec les librairies non indépendantes et encore plus avec les Amazones de ce monde, qui, eux, n'ont pas ce poste de défense-là, mais qui ont le revenu pareil, qui, eux, ne font pas le travail d'aller dénicher les petits auteurs selon vos goûts, parce qu'ils vous connaissent, etc., mais qui vont faire l'argent pareil. Donc ça, c'est vraiment le gros. Je pense que c'est à peu près 60% des revenus du livre vont aux libraires. Et puis c'est pas sans raison, je veux dire, c'est eux qui ont les plus gros coûts.
Après ça, l'autre gros joueur, c'est le distributeur, parce qu'il faut les trimballer, ces livres physiques, ces livres papier. Oui. Faut faire aussi du démarchage dans les librairies pour aller dire, regarde, ce livre-là, je te le conseille. Tu l'as peut-être pas vu, c'est peut-être pas un auteur super connu, mais il y a vraiment quelque chose, ce livre-là. Lis-le, puis tu vas voir, tu vas le vendre beaucoup. Puis moi, je l'ai vécu avec mon tout premier livre, qui s'appelait Nintasinan, c'était en 2012. Et puis, mon éditeur français à l'époque a dit, on va sortir ça à la rentrée littéraire, ça, tu vas voir, ça va super bien marcher. Puis c'est un éditeur qui avait une vraie bonne réputation dans le domaine de l'essai environnemental. Mais par contre, il débutait dans le domaine de la littérature. Il avait un seul livre qui était sorti, un seul livre de Jim Harrison qui discutait avec je ne sais plus quel auteur. Donc, il s'était vendu un peu tout seul. Et le deuxième, on va le dire en bon français, on s'est planté, quoi. Sur le coup, on s'est planté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours un risque, en fait. 5000 livres qui sortent en 2 mois, là, je veux dire, faut survivre. Mais il a survécu. Il n'a eu aucune couverture presse, mais il a survécu par des libraires. Il y a une fille qui avait un petit camion qui faisait le tour du côté de La Rochelle, qui faisait le tour des marchés. Elle avait une librairie comme ça dans son camion. Elle m'en avait vendu 50. Ben voyons donc. Ça l'avait frappé, elle avait mis ce livre-là, fait qu'elle le distribuait, fait qu'il a survécu comme ça, il a été réédité en poche, puis il continue à se vendre. Aujourd'hui, c'est le livre que j'ai le mieux vendu, parce qu'en 12 ans, en 13 ans maintenant, il n'a jamais vraiment perdu d'attrait. Il a su faire son chemin. C'est ça. Ouais. Fait que tous tes livres ont une histoire différente. Il y en a qui vont taper fort tout de suite, qui vont se vendre, d'autres pas du tout. Et puis finalement, tu te rends compte que sur le temps, il marche mieux. Ben, tu sais, des fois, il y a des... Des fois, c'est sur le coup, tu as des idées, mais tu sais, il y a des idées qui, de leur nature, vont rester dans le temps. Des fois, c'est juste ça que ça prend. Et puis, un texte qui a été écrit il y a 15-20 ans va toujours être d'actualité parce que les idées sont basées sur... Ou va ressortir parce que dans l'air du temps, ça va être actuel ou ça va le redevenir. Oui, c'est ça. Tout à fait. D'avoir des projets comme ça, tous les deux, mettons, à l'extérieur de la MRC Marie-Chapdelaine, même à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Québec et Canada, et etc., est-ce que ça apporte certains enjeux des fois que vous vivez? Tu sais, je veux dire, mettons, être en télétravail, puis travailler de Girardville, puis travailler pour une multinationale qui est à Montréal, puis qui collabore avec les pays européens. Même chose pour toi, Julien. Ça apporte des difficultés? Y a-t-il des choses que vous vivez que, oui, OK, c'est bien beau, c'est le fun, ça apporte une proximité, ça donne des opportunités, mais tout n'est pas tout blanc dans la vie. Donc, les nuances plus de grise, il y en a-tu? Non, c'est sûr. Ben, ça vient un peu avec certains sacrifices, comme par exemple, nous, on a 6 heures de décalage avec la France. Puis en fait, nous, dans notre méthodologie, on a des meetings quotidiens qu'on appelle des scrums. Et en fait, des quoi? Des scrums. OK. Donc, en fait, on est dans des équipes de 7 ou 8. Il y a toujours un Scrum Master, donc c'est la personne qui s'occupe d'aider que les choses se passent bien dans l'équipe et tout ça. Mais comme on fait des réunions en ligne, moi, je suis ici et je me dis, ben, tu sais, on pourrait se dire, non, Pierre, il est tout seul dans son coin à Girardville, puis les autres sont tous chez Airbus à Toulouse. Eh bien non, en fait, moi, je suis ici. Il y en a 2 ou 3 dans mon équipe qui sont effectivement chez Airbus à Toulouse, mais il y en a 3 ou 4 qui, eux, sont chez Airbus à Bangalore, en Inde. Et donc, on fait des réunions. Ben, voyons donc. On fait des réunions en ligne. Et moi, ma concession pour avoir pu revenir ici, là, c'est ça, j'ai pas raconté toute l'histoire au complet, mais j'ai demandé la permission de revenir travailler ici. Ça a pris 1 an avant qu'il me donne l'accord parce qu'il fallait regarder, OK, Pierre, est-ce qu'il travaille avec du matériel militaire? Mais c'est pas du matériel militaire canadien, c'est du matériel militaire français. Donc, il fallait qu'il s'assure que je travaille pas avec ça pour pas violer les lois d'export control qu'ils appellent. Et aussi, il y avait les licences des applications qui sont extrêmement chères. Et donc, il faut s'assurer qu'on respecte les juridictions. Donc, il y avait ça. Donc, moi, je suis ici, je me lève à 5 heures du matin. Et je fais mes réunions, on commence les réunions à 6 heures. Et à Bangalore, eux, ils sont en fin de journée. Il est 5 heures l'après-midi. Et à Toulouse, eux, ils viennent de prendre le café après le repas du midi. C'est fou, pareil. Hein? C'est pas que le temps est éphémère quand on pense à ça. Et c'est ça, mais on a eu des gens, parce que je suis dans plusieurs équipes. Et j'ai un scrum avec une autre équipe qui est à tous les mardis, jeudis. Et à un certain moment donné, on avait un collègue qui était à Mobile en Alabama. Donc, il y a une usine d'Airbus en Alabama. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, même si je suis ici, je ne suis pas rattaché à Airbus Canada. Je suis vraiment affecté à Airbus Toulouse. Donc, les gens à Mirabel qui travaillent sur Airbus 220,
je ne travaille Il y a pas pas avec de eux. Moi, je contact. travaille avec le 321, le 350, l'avion électrique qui est en développement, l'avion à l'hydrogène aussi. Donc, c'est des prototypes, mais ils doivent être certifiés avant de pouvoir voler. Donc, mais c'est rigolo. Donc, ça, c'est les contraintes des fois. Et une autre contrainte que je trouve bien ennuyante, c'est que je dois y aller 2 fois par année. Donc là, j'y vais à la fin février pour passer 2 semaines. Donc, moi, je sais bien, il fait 10-15 degrés là-bas au mois de février. Donc, c'est ça. Ça fait quand même des trips le fun, par exemple. C'est ça. Moi, je me sauve un peu de l'hiver. Mais après, c'est vraiment l'aspect de décalage horaire. Des fois, quand j'y vais, je pars de Montréal. J'atterris le dimanche et là, je me couche le dimanche soir et là, je recommence à travailler avec le 6 heures de décalage et quand je reviens, c'est pareil. Ouf, donc, là, je fais des journées puis là, des fois, le décalage, ça prend 2 ou 3 semaines avant vraiment de m'en remettre parce que je travaille en même temps. T'es au Québec depuis quand? Depuis 2006. 2006? OK, quand même. Ah oui, quand même. Donc, J'y ai fait toute ma vie d'adulte. Hein. Je veux dire, on continue toujours à me présenter comme un auteur français au Québec, mais à un moment donné, il va falloir arrêter. Parce que t'as un petit accent. Oui, c'est ça. Mais je suis conscient que j'ai un petit accent, mais quand je Ouais. débarque en France, j'ai aussi un petit accent. Non, c'est ça. J'ai un petit côté apatride, là, actuellement. Je suis une espèce de zone grise. Il y a tout le temps- 50-50. Mais peu importe les années, il y a toujours une petite partie de l'accent qu'on n'arrive pas à chasser. Oui, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Ça dépend Ouais. des gens. Il y a des gens qui le perdent jamais, en fait. Ben, moi, il y a des gens qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, t'as vécu 12 ans en France. OK, j'ai fait 2 ans en Angleterre, mais ils m'ont dit, t'as jamais perdu ton accent. Puis moi, c'est parce que j'avais l'impression de pas être moi-même si je parlais pas le syndrome de l'imposteur avec mon un peu, bel accent de Falardeau, rang 2, Falardeau, power. Donc, je te comprends. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est le genre de truc qui revient assez vite aussi quand même. Mais moi, je suis assez éponge à accent. Fait que je le prends jamais Éponge totalement. à Mais accent. ouais, quand à un moment donné, j'ai vécu juste 3 mois dans le sud de la France, du côté de Nice, puis je peux pas dire que j'avais chopé l'accent de là-bas, là. Mais tu sais, les gens me posaient la question, mais tu viens d'où? C'était plus clair d'où je Bout venais. du con. Ça, c'est à Toulouse, ils disent ça. Ah oui. Bout du con. C'était plus clair d'où je venais. Puis là, c'est des fois un peu ce que je vis. Ben, un Québécois, il suffit que je dise bonjour pour qu'il sache que je suis pas Québécois. Mais quand je débarque en France, c'est pas évident non plus que je reprenne l'accent français. Je pense que il y a ce phénomène un peu neurologique qui fait que quand on s'attache à quelqu'un, on a tendance à reproduire un peu la manière dont il parle. Ben, tu sais, j'y vois un peu une forme d'attachement au pays, c'est-à-dire que j'ai commencé à choper un peu des traces un peu d'accent québécois qui sont venus parce que voilà, il y a l'attachement se fait. Ça fait 22 ans que je suis là. Je suis arrivé à 24 ans. Si je calcule bien, toi, tu vas calculer. Dans 3 ans, j'aurais fait autant d'un bord que de l'autre. Dans 4 ans. Dans 4 22 ans Ouais. que t'es ici? 22 ans, puis je suis arrivé à ans. 24 ans. Ouais, c'était une remarque inutile. Ah ouais. Ben, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, ça fait 26 ans. Qu'est-ce que j'ai 22 ans, c'est pas vrai. Ça fait Non. pas 22 ans, je suis arrivé en 2006. Ouais, non, ça fait 20 ans. 20 ans. L'année prochaine, ça fera 20 ans. Bon. Ouais, en tout Ouais, cas, c'est ça. aux alentours d'une vingtaine Ouais. d'années. Ça fait 22 ans que j'ai quitté la France. Je veux dire que je me suis désinstallé de la France, mais ça va bientôt faire 20 ans que je suis là. Mais moi, je te rejoins sur ce que tu dis à 100% là-dessus. C'est que quand tu voyages, je pense que tu as des façons de voyager. Si tu voyages tu vas dans un pays d'accueil et que tu t'imposes ta façon d'être aux autres, tu voyages pas vraiment. Ah, mais ça, c'est un sujet. Ça, c'est un gros sujet politique. Et puis, c'est un sujet politique pour les sociétés quand on parle d'immigration, mais aussi de tourisme. Parce qu'il y a beaucoup de tourisme qui se fait où on va, on mange la même bouffe que chez nous, on boit la même. Est-ce que tu voyages vraiment quand tu fais ça? Pour moi, non. Non, moi, c'est ça. la première chose que je visite quand je vais dans un pays, c'est l'épicerie. Non, c'est clair. Ben, moi, c'est intéressant. Mais quand je rentre en France, la première chose où je vais, c'est dans une épicerie. Moi, j'ai débarqué à Toulouse en 2009, puis j'étais habitué au hot dog, au hamburger et tout ça. Puis là, je tombe au foie gras avec des cœurs de canard. Cassoulet. Avec le cassoulet. Et puis, au début, des pizzas avec des gésiers de canard dessus. J'ai dit, ouais, c'est bien dégueu, mais finalement, c'est délicieux. En fait, il faut s'habituer. Cette viande-là, on la mange, mais dans nos saucisses à hot dog ici. Mais là-bas, ben, ils font juste pas la mettre dans le steak haché. Ou dans un blender. Mais c'est des trucs, c'est hyper délicieux. Il faut apprendre à goûter. L'andouillette, peut-être un peu ça demande un peu plus d'expérience, là, parce que je racontais ça à des Américains. T'as sûrement t'as déjà goûté, mais tu goûtes, il y a un petit goût de merde. Puis là, je raconte aux Américains, je dis, les andouillettes, c'est super bon, mais la première fois que t'en manges, ça goûte de la merde. Là, l'Américain, il dit, ouais, mais pourquoi t'en manges? Ça goûte de la merde. Je dis, ben, je pourrais pas l'expliquer, mais la famille de mon ex-femme vient de Normandie, tout près des plages canadiennes. Et donc, en fait,
ils ont un peu... ça bouffait des andouillettes assez souvent. Puis, en effet, c'est le genre de truc. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment l'épicerie. Un de mes potes, lui, il était allé en Chine. Il me disait, ça, c'est confrontant. Ça, c'est confrontant. T'as des tortues, t'as des chauves-souris aussi. On le sait, partez-nous pas sa COVID, là. Des pangolins. Des quoi? Des pangolins? Des pogos? Non, les pangolins, l'animal qui aurait donné la COVID. Ah oui, les pangolins. J'adore comment cet épisode dégénère. Oui, j'avais oublié de dire que j'ai tendance à déconner. Non, mais sérieusement, je suis comme... Tantôt, je parlais du titre, puis finalement, on va changer le créneau de l'épisode. Les pangolins, c'est ça? Pangolin. Pangolin. Ah, mais c'est la chauve-souris. Non, c'est un animal avec un petit mammifère avec des écailles sur le dos. Ah, d'accord. Ah ouais? Tu vois, j'apprends Avant 2019, personne n'avait jamais entendu parler du pangolin. Là, maintenant, normalement, on est à peu près censé être au courant. Maintenant, c'est que ça se mange. Maintenant, c'est que ça se mange. Non, mais moi, c'est d'être loin de la communauté naturelle. Ouais, c'est ça. J'en ai parlé tantôt. Plus une difficulté, dans le fond. Tu sais, avec mes amis locaux, là, que je n'ai pas encore nommés, Sébastien Gagnon, Michel Lemieux, on va ensemble. Quand l'univers fait qu'on sorte des livres à peu près à la même période, on se retrouve à faire 1 an de salon du livre ensemble. On est invité à Montréal, on est invité à Québec, puis on est invité à Saguenay, dans le désordre. Et puis, on y va ensemble. Puis, tu sais, on a un peu des airs de ravis de la crèche, quoi, quand on va là-bas. Parce que, premièrement, il y a énormément de livres. On voit des auteurs qu'on n'a jamais vus. Puis, mais les auteurs, les autres, ils ne sont pas comme nous, tu comprends? Parce qu'ils se croisent dans toutes sortes de lancements de livres, dans des événements culturels X ou Y. Fait qu'à la limite, ils sont un peu blasés parce qu'ils voient ça un peu comme une espèce de grosse foire du livre. Fait qu'ils ont tendance à venir puis à partir assez vite. Puis nous, on est là, on en profite chaque minute parce que on ne vit pas ces moments-là, ces moments d'effervescence littéraire parce que, oui, on a choisi, ou c'est arrivé comme ça, de vivre dans des endroits un peu éloignés puis de faire notre littérature là. Mais on reste avant tout aussi des lecteurs. On reste des gens qui aiment profondément la littérature avant même de l'écrire, de la lire. J'imagine que quand vous écrivez, vous pensez aussi à comment ça va être lu parce que vous mettez un peu dans la peau de la... Oui, c'est ça, vraiment. Oui, puis non, parce que, tu sais, il ne faut pas que ça devienne non plus une espèce de censure, tu sais, c'est toujours de jouer un peu, c'est une crête étroite entre deux gouffres, hein. Et le premier, c'est de dire, moi, je suis un artiste incompris, puis je fais ce que je veux, puis ça ne marche pas, là. Toi, tu l'as cru avec tes cheveux longs au cégep, c'est pas de même ça marche, là. C'est pour ça que je suis ingénieur et pas musicien. Puis l'autre, c'est de faire un peu des commandes, quoi. Alors, c'est sûr que si tu te dis, voilà, ça marche, puis tu sais, par exemple, tu me dis, je pourrais faire un livre sur ton histoire, c'est pas du tout la littérature que je fais, mais je pourrais dire, c'est une super bonne histoire, puis je vais en faire un livre, puis je vais décoller, je vais faire une romance. Moi, j'écris pas de romance, puis ça va se vendre, puis peut-être ça va super bien se vendre, mais est-ce que je vais pas me perdre là-dedans, tu comprends? Ouais, fait qu'il y en a un autre qui fera ça mieux que moi, là. On peut faire un roman policier, genre l'histoire du policier qui vient vérifier ma quarantaine chez nous. Avec les 2 chats. Avec les 2 minous. Ah, c'est vrai que vous l'avez eu en France. Le camion de pompier qui passe avec... il y avait une espèce de drap sur le toit du camion de pompier. Tu sais quoi? Dans ma rue, en bas de chez moi, à Toulouse, au Quai d'Orade, restez chez vous avec l'alarme. Là, t'es là, mais c'est... Apocalypse. Tu sais à quoi je pense? C'est que tu racontes ça, puis en fait, probablement qu'aujourd'hui, tu connais mieux la France que moi. Dans le sens, la France actuelle, parce qu'il y a quand même des grands pans de catastrophes. Tu sais, je pense aussi au 13 décembre, l'attaque au Bataclan, l'attaque de Charlie Hebdo. Moi, j'étais là, oui. J'ai tout vécu ça à distance. Fait que c'est quand même très particulier parce qu'à un moment donné, il y a des blessures profondes, il y a des événements profonds. Moi, le dernier événement profond que j'ai vécu, c'est 2002, quand j'ai défilé contre Jean-Marie Le Pen entre les 2 tours. C'est la France que j'ai quittée, là. Je veux dire, parce qu'après ça, je suis allé en Nouvelle-Zélande, je suis revenu quelques mois en France, je suis reparti au Québec, je suis revenu quelques mois en France, je suis reparti au Québec. Tu sais, tu comprends? Puis je suis resté au Québec. Fait que c'est quand même assez troublant de penser que toi, tu as forcément une connaissance du Québec que moi, j'ai pas. Tu sais, s'il fallait que j'écrive dans les années 80, les petits détails, les odeurs, le mood de l'époque, je l'ai pas. Mais tu sais, il y a des notions de contemporanéité que moi, j'ai pas de la France. Là, je pense que c'est un effet, puis ça, il y a que les étrangers qui peuvent le savoir, et c'est hyper intéressant. C'est que, par exemple, les années... moi, j'étais allé aux États-Unis et j'étais revenu m'installer à Montréal et j'avais des collègues de travail qui étaient des Français. Donc, eux, ils travaillaient, puis le soir, tu sais, il n'y avait pas de famille. Donc, eux, ils allaient se promener. Et puis les week-ends, on se loue une voiture, on va à Toronto, ils vont voir Winnipeg. Moi, je suis jamais allé, mais quand j'avais un week-end de 3 jours, je prenais ma voiture et je venais voir mes parents au Saguenay. Et puis franchement, Winnipeg.
Ben, Franchi Winnipeg, j'aurais pu dire Saint-Roch-de-Méquinac, mais j'aurais pu dire La Tuque. Je sais pas, j'aime bien le parc de La Tuque. Ça me fait rigoler, mais tout ça pour dire que, pareil, j'ai beaucoup de collègues québécois en France. Et c'est pareil, les week-ends, ils se font des gros trips. Il y en a qui ils vont à Prague, ils vont à Amsterdam. En plus, avec EasyJet, à 100 € tu peux aller passer un week-end dans une grande ville et puis ça te coûte presque rien. Donc, il y en a beaucoup qui le font. Ici, c'est peut-être déjà, moi, je trouve que les billets d'avion à 500 $, c'est déjà trop cher pour aller nulle part. Qui c'est qui va payer 500 $? Même si, tu sais, je comprends l'idée, mais c'est plutôt, si tu veux, tu veux être compétitif, il faudrait que ça soit plutôt autour de 200 $. Non, c'est ça. On ne fera pas de politique ici, mais je pense que c'est un effet, justement, tu n'as pas de famille, donc tu t'occupes des week-ends. Et puis moi, quand j'étais en Angleterre, là, à un moment donné, j'ai été tanné parce que je travaillais du lundi au vendredi. Le samedi, je partais en road trip. Le dimanche, je partais en road trip. Je revenais le lundi au vendredi. Samedi, dimanche, road trip. Ça faisait pas mal. J'habitais à Bristol. C'est tout près du Pays de Galles. C'est à 2 heures de Londres. Et là, je m'étais acheté une Peugeot 306. Mais là, c'est ça, j'étais allé à Oxford, j'étais allé en Irlande, puis Plymouth, Stonehenge, à 1 heure, Bath, une ancienne ville romaine. Il y a des bains romains, ça date de 2000 ans, les trucs. Ce qui nous ramène génial. Au début, le small is beautiful. Small is beautiful. Les grands espaces, c'est le fun. Mais en Europe, ce qui est beau, c'est de voyager dans le proche. Ben ouais, c'est ça. Donc, il y a, au Royaume-Uni, en fait, l'Écosse, c'est quand même... Si tu veux aller en Écosse, à partir de Bristol, c'était genre 12 heures de voiture. Là. C'est hyper long, mais ça se fait quand même... C'est comme aller à Toronto. Là. C'est comme aller à Toronto, ouais. Ouais, c'est ça, on peut voir ça de la même façon. Ouais, mais puis je pense que c'est un peu ça quand tu t'installes dans un autre pays, tu peux profiter de tes week-ends. J'ai eu cette chance-là où, tu sais, mon travail, c'était pas juste, OK, je vais chez le client, je vais passer une semaine. Non, c'est... on te paye l'hôtel pendant 2 semaines, puis là, tu vas te trouver un appart, tu t'ajoutes une voiture, tu te prends des assurances, et puis c'est aux États-Unis, c'est au Royaume-Uni, c'est en France. Et 2010, 2011, 2012, quand j'étais en Angleterre, ils m'envoyaient en plus dans l'entreprise étendue. Donc, c'est Airbus, c'est toute leur chaîne de fournisseurs pour concevoir l'avion. Et là, je suis allé au Kansas, je suis allé en Belgique, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Suisse, je suis allé me promener chez plein de clients en Angleterre. Ils m'ont même envoyé sur l'île de White, où là, j'ai dû prendre la voiture, prendre un traversier. Et là, tu arrives sur une île, et là, il y a une compagnie qui fabrique des pièces d'avion en plein milieu de l'île, comme ça. Là, ça s'appelle GKN Aerospace. Ils ont un bureau là et en Australie. Et tu te rends compte qu'il y a plein d'histoires en plus, parce qu'eux, ils ont des bunkers, ils ont des anciens bunkers de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a toute l'histoire aussi. Moi, j'avais adoré ça quand j'étais en France. Tu vas partout, tu as tout le temps de l'histoire. Ben oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que finalement, quand tu n'as pas de famille, c'est un peu le bon côté. Tu découvres plein de choses. Là, mais à un moment donné, ça devenait épuisant. Donc moi, j'ai un peu arrêté les voyages, là, mais c'est tu as eu le temps de faire des aventures pas mal. Ben ouais, donc moi, je comprends ce que tu as vécu pour ça, parce que moi, ici, c'est ça, je suis allé m'installer à Montréal, mais je revenais tout le temps au Saguenay. Donc, moi, je suis jamais allé visiter les Laurentides, ou même, il y avait une recruteuse de notre compagnie à Montréal, c'était une Française qui était installée, mais elle, tous les week-ends, elle voulait faire de la randonnée en montagne. Elle était allée dans les Adirondacks, dans les Appalaches et tout ça. On n'a jamais fait ça parce que, c'est pas que la famille, c'est contraignant, mais c'est que t'es dans ton confort. Ouais, c'est ça. Donc, on a toute notre routine. Et puis, en France, ça avait été ça. Moi, j'allais beaucoup en Allemagne, j'aimais bien ça. Ça fait 2h30 de route d'où je suis, c'est Freiburg. La plupart des gens dans ma ville, ils y vont pas ils y vont jamais, ou ils y vont vraiment de temps en temps. C'est 3 heures de route, là. C'est comme d'aller d'ici à chez Koutimi. Ouais, c'est ça qui est drôle. Là. Ouais. Mais il y a un truc qui était cool et qui n'est pas ici, c'est que, tu sais, ici, au Québec, tu fais 6 heures de route, tu vas arriver à Montréal, ça reste des Québécois, tu sais, il y a des petites différences. Mais en France, tu fais 100 km, ben là, il y a le vin, il y a le fromage, il y a le petit plat, il y a Ça, c'est génial. Moi, j'avais adoré ça. J'ai pris beaucoup de poids à découvrir des J'imagine, ça aussi. Donc, ouais. Mais ce qui est cool après, c'est de revenir ici puis de revoir tout ça avec les yeux d'un touriste. Là. Tu sais, je suis parti assez longtemps, j'ai un peu oublié tout ça, puis de redécouvrir ça, là, ça fait 3 ans. Je redécouvre encore les moins 30. Je me souviens que j'aimais pas trop ça. On se rappelle que c'est pas tant cool. Non, c'est ça. Mais il y a un petit charme pareil, qu'on le veuille ou pas. On l'aime, notre Québec. Mais c'est ça, c'est aussi
pas se rendre compte que c'est beau chez nous. Tu sais, on a tendance à dire, il n'y a rien, puis, tu sais, c'est... Mais d'aller voir, c'est beau ailleurs, mais on se rend compte que c'est pas rien ce qu'on a ici, puis c'est beau ce qu'on a. On a beaucoup de richesses. Là, on entend parler beaucoup ces temps-ci, mais on a vraiment un bel endroit, puis on a vraiment des beaux gens. Surtout au Lac-Saint-Jean, moi, c'est les gens que j'aime, c'est l'entraide. Les gens sont sympathiques. La proximité. Oui, c'est ça. Et puis, c'est quelque chose que j'ai pas vu. J'ai voyagé, j'ai vu... quand j'avais fait mes stages à Chambord, chez J-Desco, en 2003, c'est un truc qui m'avait marqué. C'était comment les gens étaient... Il y avait de l'entraide. Les gens étaient sympathiques. Puis, quand je suis revenu m'installer en 2021, on dirait que j'ai retrouvé un peu ça. En ville, les gens, ils sont un peu... Ils tracent, ils font ce qu'il y a à faire. Un petit peu individualiste. Oui, c'est ça. Et puis... c'est un truc qui s'est perdu et puis qui est encore au Lac-Saint-Jean. Donc, tu vois, Pierre, quand elle avait dit que des fois, ça déborde à 48 minutes, je pense que on a le record facile. Là. On pourrait en enchaîner une deuxième. Ah, ben c'est sûr. Je On va chercher les bouteilles de vin. On va battre tout le monde en part. Désolé, on a dérivé pas mal. Non, tellement pas. Pour vrai, je trouve ça vraiment fantastique. Puis tu sais, c'est la beauté un peu de la créativité. C'est qu'on sait jamais où est-ce que les choses vont nous mener. Puis finalement, ben ça nous mène là. Puis c'est très parfait comme c'est. Mettons, pour finir, parce que là, il faut conclure tout ça. Il reste 5 secondes. Mais non, là, il n'y a pas de stress, là, mais pour conclure tout ça, est-ce que, là, si on pense à la personne qui écoute ça, puis que là, tu sais, vous parlez un peu, tu sais, on a ton côté plus rationnel, plus un peu, justement, dans ce que tu fais, puis on a le côté vraiment très artistique d'être auteur. Tu sais, vous avez vraiment 2 visions très différentes de vivre la carrière à distance. Puis que là, quelqu'un écoute ça, puis qui est comme, c'est tellement, tu sais, c'est inspirant, puis c'est tout ce qu'ils disent, puis ils m'ont dit que ça a l'air d'être des beaux trips. Mais y a-t-il quelque chose, un message que vous aimeriez dire à une personne qui aimerait ça se lancer en domaine X, Y, Z, mais que la distance d'être loin ici, ça lui fait peur, mettons? Ben, à cette personne-là ou à celle qui est déjà loin puis qui se posera la question de revenir, tu sais, je pense que c'est des milieux il y a leur lot d'obstacles, c'est vrai. Et puis, ça va mieux. Là, la MRC s'est impliquée beaucoup, s'est impliquée beaucoup plus dans la culture ces dernières années que ça l'était à l'époque où je commençais, parce que là, je pense que les gens comprennent aussi l'intérêt d'avoir une représentation artistique pour la région. Donc, il y a des obstacles qu'on commence à sauter. Il y en a d'autres pour lesquels on ne peut rien faire. On est loin des milieux, c'est des obstacles, ça c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres avantages. C'est-à-dire que je pense qu'ici, les gens ont quand même une belle capacité à pousser dans le dos les gens qui veulent aller de l'avant. Et ça, on ne voit pas ça dans tous les milieux. La notion de... Tu sais, il y a des milieux dans lesquels il y a des effets de concurrence où les gens vont peut-être être un petit peu plus frileux, tu sais, à pousser l'un l'autre. Ça, on ne voit pas ça ici. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais senti. Moi, j'ai jamais senti ça. Quand j'ai sorti mon premier livre, j'ai tout de suite eu le coup de fil de Jeanne, la mairesse de l'époque de Géraville, qui me dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un lancement. J'avais aucune idée de comment on faisait un lancement, rien du tout. OK, salle du conseil, ça a été un flop total parce que même moi, j'avais aucune idée de ce que je venais de faire là. Mais on apprend aussi de exactement. tout ça. Ben oui, il faut se laisser la chance d'apprendre aussi. Ben oui, c'est ça. Et je ne l'aurais pas fait. Si elle m'avait pas lancé, fait que c'est plutôt positif ce que je raconte là. Il y a quelque chose dans le milieu là du haut du lac, une espèce de foi dans le fait que si on veut réussir, il faut qu'on réussisse par nous-mêmes aussi. Fait que moi je fais ça, il y en a d'autres qui vont faire autre chose, il y en a d'autres. Et il y a cette volonté de pousser de l'avant les gens. Et donc ayez pas peur, vous allez trouver ça. Vous allez trouver une énergie qui va vous aider à aller de l'avant. Fait que ça, c'est quelque chose que je voudrais faire passer. Donc, on ne focalise pas sur les obstacles, on focalise plutôt sur les avantages. Sur les solutions et sur les options aussi, c'est important. Puis moi, je renchérirais sur ce que tu as dit. C'est pas parce que tu viens d'une grande ville que tu es nécessairement meilleur. Puis moi, je l'ai vécu longtemps parce que j'ai toujours été dans la banlieue, de la banlieue, de la banlieue. Puis c'est pas parce que tu viens loin que tu es moins intelligent que les autres. Si tu te donnes la chance d'apprendre, de donner les bonnes options, de pousser. Moi, je voulais être pilote. Finalement, j'ai eu une opération à la colonne vertébrale. Je n'ai pas pu faire pilote, donc j'ai voulu travailler dans les avions. Ça m'avait toujours fait rêver parce qu'on n'était pas loin de Bagotville, puis ça m'a toujours passionné. Mon père est un ancien parachutiste de l'armée en plus, donc j'ai toujours un peu trempé dans le monde militaire. Et ça m'a toujours fait... j'ai toujours adoré ça, les avions, et puis... Donc, j'ai fait le choix. Quand j'étudiais en mécanique, c'était un peu parce que je ne pouvais plus être pilote. Mais je m'étais dit, je pourrais peut-être faire génie aérospatial. Mais au
au cas où j'ai envie d'arrêter à un moment donné, ben, ça me prend quelque chose. Donc, j'ai fait le cégep à Jonquière. Puis après ça, je voulais aller plus loin. Donc, je suis allé à Montréal. Et finalement, j'ai commencé la maîtrise, mais finalement, j'ai trouvé une job où j'ai lâché la maîtrise. Mais tout ça pour dire que l'important, premièrement, c'est de croire en soi, puis de ne pas se laisser abattre par les obstacles non plus. Il faut être persévérant, il faut être rigoureux. C'est des choses qu'on ne voit plus trop dans notre société. Il faut avoir tout cuit, mais tu sais, l'honneur, la rigueur, le travail, c'est toujours des bonnes valeurs qui, malheureusement, se perdent et on tombe dans des situations où, en tout cas, je l'élaborerai pas, mais tu sais, les gens après ça, tu sais, surtout sur les réseaux sociaux, le monde, ça se met à gueuler, puis ils vont toujours choisir les options faciles, mais tu sais, des fois, de se poser, de réfléchir, d'être des gens intelligents plutôt que des gens émotifs et enragés. Tout ça pour dire que encore moins de nos jours parce qu'on a l'Internet puis on a plein de façons de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est encore moins vrai, c'est encore plus vrai de nos jours que c'est pas parce que tu viens d'une région que tu es forcément moins faut oser. Tu as moins de potentiel C'est que ça, les autres. Carrément. J'en ai connu des gens qui ont eu des doctorats, qui ont eu des enfants de riches de plusieurs générations, qui ont toujours baigné dans la richesse, puis qui, en bout de ligne, au travail, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font, puis ils font juste là pour bien paraître. Les conditions de vie, ça veut rien dire. Ça, donc il faut juste se lancer puis faire ce qu'on aime. Ben, c'est ça. Puis en bout de ligne de tout ça, c'est les choix qu'on fait de comment on veut être dans notre vie, puis comment on veut, comment on se projette, puis qu'est-ce qu'on veut faire de nous-mêmes aussi. Là, ne pas avoir peur de l'échec. Non, c'est ça. Puis ça fait partie de la vie. Si... Ben oui, puis on apprend toujours de l'échec. Là. Un échec, c'est pas un échec, c'est juste une leçon de vie, puis c'est tout. Là. Ben, c'est ça. Puis si tu n'en as jamais eu dans ta vie, le premier, il fait toujours mal. Inévitablement, tu finis par en avoir un. Puis si tu n'apprends pas à passer à travers, il y en a qui y arrivent pas. Et donc, oui, carrément. Donc, c'est ça. C'est... Vraiment. Je sais pas si c'est quoi le message finalement. Mais... le message. Il y en a plein. C'est une belle conclusion. C'est ça. Vraiment, merci tellement. Pour vrai, j'ai adoré comment que ça a été farfelu et qu'on est allé totalement ailleurs. Puis merci pour vos partages. Très intéressant. Ah, ben écoute, ça fait plaisir. Ben merci. Vous pouvez retrouver l'épisode d'aujourd'hui et tous les épisodes à venir sur Balado Québec, iTunes Podcast, YouTube Podcast et Spotify. Je vous invite également à aller suivre la page Facebook de la SADC Maria-Chapdelaine et notre page de site web, l'onglet Balado Territoire en mouvement, pour rester à l'affût des prochaines sorties d'épisodes. Donc, Territoire en mouvement, c'est le lieu de discussion économique de notre milieu. On se revoit dans 2 semaines. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.